Notre histoire se déroule dans la ville d'Evelstein, un endroit à l'allure très médiévale. Y vit un homme âgé connu de tous comme le vieil homme fier. Malgré son nom, il ne pouvait utiliser que la magie une étoile et vivait dans les quartiers pauvres. Le vieil homme prétendait être un archimage mais était toujours irrité et se disputait même avec les enfants qui jouaient. À ce moment-là, un garçon aux cheveux blancs et aux yeux rouges observait le vieil homme grincheux. Ce jeune homme révèle alors qu'il a appris à utiliser la magie auprès de ce vieil homme. Apparemment, il n'y avait pas de grande raison pour que le garçon devienne son apprenti. Le vieil homme avait juste besoin d'un disciple pour flatter son ego. Pendant ce temps, le jeune homme avait besoin de connaissances pour devenir plus fort. Les saisons passèrent alors et l'entraînement du garçon continua sans s'arrêter. Un jour, le maître regarda son élève s'entraîner avec une aura bleue autour de lui. Le garçon aux cheveux blancs se concentra et libéra une grande quantité de mana. Surpris par cela, le vieil homme se demanda si le garçon avait déjà compris le flux de mana. Avec ses yeux rouges brillant intensément, le protagoniste montra un talent absurde. Il tendit alors la main et créa une puissante lumière bleue avec son énergie. Juste après, le garçon lança un sort qui prit la forme d'une épée de lumière. L'attaque vola rapidement et frappa un mur en bois de plein fouet. Après le sort puissant, le jeune homme était épuisé tandis que son maître l'observait. Le vieil homme fut choqué par ce qu'il vit et eut des sueurs froides. Même en faisant des corvées pour le vieil homme, notre protagoniste restait déterminé à apprendre. Même avec son talent, le jeune homme est devenu un mage une étoile en seulement 1 an d'entraînement. Mais le vieil homme disait que ce n'était rien, car les nobles atteignaient 3 étoiles avant leur majorité. Il disait qu'un roturier comme le garçon n'atteindrait jamais ce niveau et abandonnerait à 2 étoiles. Le maître disait toujours que la lignée était toute et que les efforts du garçon étaient inutiles. À cela, le protagoniste se demanda si le vieil homme disait cela par jalousie pour des choses qu'il ne pouvait pas accomplir. Cette nuit-là, le garçon resta longtemps aux côtés de son maître près du feu de camp. Le lendemain, une forte pluie se mit à tomber sans cesse sur la ville. Et quand le jeune homme rentra chez lui, il trouva son maître sans vie sur le sol. Le corps du vieil homme était couvert d'échymoses, il avait donc clairement été attaqué. Au début, il pensa que le vieil homme s'était battu quelque part et avait fini par perdre. Mais plus tard, le garçon découvrit que son maître avait en fait été attaqué par les gardes. Suite à cela, le jeune homme enterra le corps du vieil homme dans une tombe peu profonde avec une croix en bois. Apparemment, le maître avait été surpris en train de tenter de prendre un livre de magie 2 étoiles dans l'entrepôt. Il ne comprenait pas pourquoi le vieil homme ferait cela et à ce moment-là, un écran bleu apparut. Ce vieil homme qui parlait tant de lignée noble a fini par faire quelque chose d'impensable. Le système indiqua qu'il avait maîtrisé les bases et pouvait maintenant choisir son école de magie principale. 4 ans passèrent et le garçon révéla qu'il n'était pas réellement de ce monde. Pendant ce temps, il rencontra une femme très douée nommée Katia Flammard. Elle venait d'une famille noble en faillite et était une mage 3 étoiles recherchée par les mercenaires. Elle a donc commencé à travailler pour une compagnie et à enseigner la magie aux jeunes garçons. Notre protagoniste a appris beaucoup de choses de Katia, qui était une mage 3 étoiles. Un jour, il discutait dans une taverne appelée les Larmes de Beldern. La femme dit qu'il est naturel pour un mage d'avoir des ambitions et que le jeune homme nommé Derek a du talent. Mais elle l'avertit qu'une avidité excessive ne ferait que retarder ses réussites futures. Le protagoniste aux cheveux blancs fut d'accord avec son maître et dit qu'il s'en souviendrait. Ensuite, la mage demanda à son élève de fermer les yeux et de se concentrer pour sentir le mana. Elle lui a demandé de sentir l'origine et le flux de l'énergie et de manifester tout ce qu'il imaginait. Suite à cela, le garçon obéit à son professeur et libéra une puissante aura bleue de son corps. Le maître réalisa qu'il avait une quantité absurde de mana et un contrôle très stable. À ce moment-là, les yeux du garçon brillèrent d'une teinte violette alors que l'énergie circulait. La femme fut impressionnée par la quantité de puissance qu'il libérait d'un seul coup. Soudain, une grande explosion se produisit à l'extérieur de la taverne, surprenant tout le monde. Les gens à l'intérieur paniquèrent et se demandèrent ce qui se passait. Le garçon fut également surpris par l'agitation et regarda ses mains sans rien comprendre. Voyant cela, son maître lui attrapa rapidement la main pour tenter de le calmer. Elle dit alors au jeune homme de ne rien dire et de simplement la suivre hors de l'endroit. Dehors, des gardes se rassemblaient car ils avaient entendu la forte explosion provenant de là. La mage conduisit alors son élève à travers une ruelle pour éviter de rencontrer les soldats de la ville. Le jeune homme continuait de suivre la femme, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. À ce moment-là, elle s'arrêta et dit au garçon d'écouter attentivement ce qu'elle allait dire. Le garçon accepta et attendit attentivement les paroles de son maître. La femme expliqua que les nobles sont sensibles à leurs privilèges et que la magie est le plus grand de tous. Elle continua en disant que le pouvoir inné est une bénédiction réservée à la noblesse et que les quelques roturiers qui atteignent ce niveau y consacrent leur vie entière. Suite à cela, la mage révéla qu'il avait utilisé un sort d'illusion 2 étoiles appelé hallucination auditive. Ainsi, à 14 ans, il devint un mage 2 étoiles et le système confirma sa nouvelle compétence. Après cela, Katia continua à lui enseigner divers sorts et à lui parler de la haute société. 1 an passa et la femme dut partir, laissant le jeune homme derrière elle. Apparemment, la famille du comte Elvesté l'avait nommée préceptrice privée. C'était une offre que la mage ne pouvait tout simplement pas refuser. Être un professeur de magie pour une famille noble de ce calibre était une bénédiction pour n'importe qui. En guise de cadeau d'adieu, elle laissa un livre de magie 2 étoiles pour le garçon. Le protagoniste prit alors le livre que son maître lui avait donné et commença à étudier seul.
Un an plus tard, il apprit 2 autres sorts 2 étoiles par lui-même. Avec un regard déterminé, le jeune homme montra qu'il n'allait pas s'arrêter là. À 16 ans, il n'avait aucune intention de s'arrêter et un homme l'interpella dans la taverne. L'homme demanda au garçon quel genre de travail il cherchait. Il révéla alors que c'était une demande de la famille du grand-duc du Plaine. Le jeune homme fut surpris et se demanda pourquoi une famille aussi importante les solliciterait. Mais l'homme dit que l'important est que la famille du Plaine dépense l'or comme de Léo. Il dit que s'il pouvait établir un lien avec eux, ils auraient plus d'opportunités à l'avenir. Le jeune homme demanda alors ce qu'il voulait que la compagnie fasse. L'homme répondit qu'il avait juste besoin de chasser quelques monstres à la périphérie du Grand-Duché. Notre protagoniste trouva cela très suspect et devint pensif au sujet du travail. Sur ce, il refusa de faire le travail et l'homme lui cria d'attendre. Le garçon aux cheveux blancs dit qu'il ne fait pas de travaux suspects et d'appeler quelqu'un d'autre, mais le maître de guilde se plaignit qu'il avait besoin d'un mage et qu'ils sont rares de nos jours. Le jeune homme se demandait toujours pourquoi ils auraient besoin d'un mage pour chasser quelques monstres. Le garçon aux cheveux blancs se retourna alors, agacé par l'insistance de son patron. Pour le convaincre, l'homme offrit une pièce d'or comme paiement initial. En voyant l'argent, le jeune homme sembla reconsidérer la proposition de son patron. À ce moment-là, un gentleman avec un monocle et une moustache apparut sur scène. Avec lui se trouvaient 2 femmes, une plus âgée et une encapuchonnée. Le maître de guilde présenta alors le garçon à ses nouveaux clients. Mais le vieil homme dit qu'un enfant qui n'a même pas eu sa cérémonie de passage à l'âge adulte ne vaut rien. Le patron essaya de défendre le jeune homme en disant que c'est le mage le plus doué qu'il connaisse. Ignorant l'homme, le vieil homme dit qu'il devrait partir car il ne confierait pas la mission à un enfant. Sur ce, les clients se retournèrent et commencèrent à marcher vers la sortie de la taverne. Cependant, la femme encapuchonnée semblait avoir d'autres projets et regarda en arrière. Elle s'approcha alors du garçon aux cheveux blancs et l'appela pour discuter. Ils partirent ensuite pour le Grand-Duché de Duplaine pour commencer la mission. Là, le jeune homme commença à affronter les gobelins en utilisant sa puissante magie. Avec ses yeux rouges brillants, il montra sa détermination au combat. Il vainquit les monstres avec aisance et sans montrer aucune pitié. Un des gobelins tenta d'attaquer le garçon par derrière avec une hache improvisée, mais l'attaque de la créature verte ne fut pas de taille face à la vitesse du jeune homme. Avec un regard froid, le protagoniste acheva le dernier monstre de la horde. Ensuite, il utilisa un sort électrique pour s'occuper des corps des monstres. Une fois tout terminé, le jeune homme informa l'officiel que le travail était fait. Le vieil homme et la femme observèrent la scène sans montrer beaucoup de surprise. La fille encapuchonnée commenta alors qu'il s'était occupé d'eux tous très rapidement. De retour à la taverne, le garçon aux cheveux blancs rencontra un autre membre de la guilde. La fille blonde l'accusa d'être devenu le petit chien des nobles. Elle cria que même s'il était des roturiers, il ne devrait pas s'abaisser pour la noblesse. La jeune femme demanda alors combien il l'avait payé pour qu'il jette sa fierté. Le maître de guilde leva un doigt et la fille se mit en colère, pensant qu'il s'agissait d'une pièce d'argent. Mais avec un sourire malicieux, l'homme révéla qu'elle se trompait. Il dit alors qu'il s'agissait en fait d'une pièce d'or et la fille fut choquée. Sur ce, la jeune femme les supplia de la laisser ramper devant eux aussi. Cette nuit-là, le jeune mercenaire réfléchit aux événements de la journée. La fille qui avait causé la scène était maintenant évanouie tandis que le patron posait des questions sur le travail. Le jeune homme aux cheveux blancs répondit que ce n'était pas grand-chose et qu'il avait juste chassé quelques gobelins. Mais le garçon révéla alors que les 3 clients mentaient en fait sur tout. Surpris par la révélation, le maître de guilde ne comprit pas la situation. Il expliqua qu'un fonctionnaire noble devrait avoir de la jeunesse et des compétences sociales, mais le vieil homme n'avait ni l'un ni l'autre. Et la femme qui prétendait être une servante avait les mains trop propres pour quelqu'un qui fait des travaux pénibles. Alors qu'il était sur le point de parler de l'apprenti de l'inspecteur, son patron l'interrompit en l'appelant par son nom. Le jeune homme regarda alors son supérieur avec une expression sérieuse sur son visage. L'homme dit qu'ils sont des mercenaires et qu'ils ont juste besoin de faire le travail et de prendre l'argent. Bien que méfiant, le garçon fut d'accord avec les paroles de son patron et accepta la situation. Le patron termina en disant que dans la nature, seule la survie compte et que le reste ne vaut rien. Le lendemain, ils retournèrent au Grand-Duché de Duplaine pour finir le travail. Le jeune homme informa les clients que la zone était dégagée et que les gobelins ne reviendraient pas avant un moment. Le travail terminé, le maître de guilde interrogea le vieil homme sur le paiement final. À cela, le client remit 2 pièces d'or brillantes en récompense du service. L'homme s'enthousiasma pour l'argent et montra les 2 pièces d'or au garçon. Voyant cette scène, l'homme au monocle se racla la gorge pour attirer leur attention. Il dit qu'il apprécie grandement les compétences du jeune homme et aimerait faire une nouvelle demande. Le maître de guilde intervint alors dans la conversation et demanda ce qu'il voulait de son subordonné. L'homme révéla que le grand-duc offrait 15 pièces d'or pour le travail, laissant tout le monde sous le choc. L'homme au monocle demanda alors si le jeune homme accepterait la nouvelle mission. Sans hésiter une seconde, le garçon aux cheveux blancs accepta la proposition. Sur ce, ils prirent une calèche et partirent pour la résidence du grand-duc. Bientôt, ils arrivèrent au manoir de la famille Duplaine, un endroit immense et luxueux. Le maître de guilde fut impressionné par la taille de la résidence noble. Avant d'entrer, le vieil homme dit qu'il devait se présenter formellement à eux. Il révéla que son nom est Delin et qu'il est le majordome en chef du domaine. Le maître de guilde devint nerveux, ne sachant que faire dans cette situation. Ensuite, la femme plus âgée se présenta comme Katharina, la gouvernante en chef. Embarrassée,
Jaden se présenta comme le chef de la compagnie de mercenaires Beldran. Le jeune homme pensa qu'il s'y attendait, mais leur position était assez élevée. À ce moment-là, la fille encapuchonnée qui était restée silencieuse se mit à bouger. Voyant cela, le maître de guilde se demanda qui pouvait être cette dernière personne. La femme mystérieuse retira alors sa capuche, révélant son visage à tout le monde. Ses longs cheveux sombres ondulaient dans le vent alors qu'elle se révélait. Le protagoniste regarda la fille aux yeux bleus avec une expression sérieuse. Elle se présenta comme Aesulen et dit qu'elle veut nommer le garçon comme précepteur de sa sœur. Le jeune homme fut choqué par la proposition et se demanda s'il avait bien entendu. À l'intérieur de la résidence du Plaine, un jeune homme ouvre la porte avec fracas et entre dans le bureau. Il fait alors irruption dans le bureau et crie sur son père nommé Valérian. Le garçon se précipite, attirant l'attention de son père et de son frère blond. Le grand-duc dit alors à son fils, Raeg, de se comporter avec dignité en sa présence. Agacé, le jeune homme dit que celle qui a besoin de dignité est Diala alors qu'il soutient une servante. La jeune femme pleure désespérément parce que cette Diala est allée trop loin et lui a fait du mal. Le frère blond dit alors à Raeg de se taire car ils étaient au milieu d'une conversation, mais le jeune homme l'ignore et dit que plus de 10 serviteurs ont démissionné le mois dernier. Il demande alors combien de temps son père continuera d'ignorer cette fauteuse de trouble. Le frère blond se lève, agacé par l'attitude de Raeg, et crie son nom. Alors, l'homme aux cheveux clairs dit à son frère d'arrêter de faire une scène et de partir. Le garçon aux cheveux sombres reste silencieux un moment avec une expression sérieuse. Il dit que même si Diala est inutile, ils ont toujours Aesulen pour l'avenir. Raeg déclare alors qu'il est temps de se débarrasser de la fille gênante, mais le grand-duc retire calmement ses lunettes et dit que ce n'est pas à lui de décider. Le jeune homme révèle qu'il a déjà trouvé un monastère pour elle et que ce serait mieux pour la famille. Furieux des paroles de son fils, le père le saisit brutalement par la tête. D'un mouvement rapide, le grand-duc claque la tête de Raeg sur son bureau. Avec un regard menaçant, l'homme plaque son fils contre le bureau en bois. Même s'il est blessé, le jeune homme dit que le moment venu, son père devra décider. Le grand-duc fixe son fils d'un regard froid et menaçant après l'altercation. Pendant ce temps, Aesulen et notre protagoniste arrivent enfin dans la pièce principale. La fille demande alors si le jeune mage a déjà entendu parler de sa sœur, Diala, avec un sourire mystérieux. Elle dit que sa sœur n'est pas très connue du public. À ce moment-là, les grandes portes du bureau s'ouvrent et ils entrent dans la pièce. À l'intérieur, ils trouvent Raeg avec un visage blessé et son frère blond. L'homme aux cheveux clairs salue Aesulen et lui demande comment s'est passé son séjour. La jeune femme répond avec un sourire qu'elle a vécu confortablement, grâce à ses soins. Puis le frère aîné dit que Raeg est blessé et qu'ils pourront parler plus tard. Avec ses yeux rouges, le protagoniste observe toute la situation en silence. L'homme blond place un tissu sur la tête de Raeg pour soigner sa blessure. Le garçon aux cheveux blancs continue d'analyser l'étrange dynamique de cette famille. Puis il remarque la servante qui était avec Raeg en train de pleurer dans un coin de la pièce. Le jeune mercenaire devient pensif, essayant de comprendre ce qui se passe là-bas. De retour au bureau, le grand-duc dit qu'il est heureux de connaître sa fille aussi. Aesulen le remercie et présente le garçon comme le nouveau précepteur de magie de Diala. Le patriarche de la famille met alors ses lunettes et fixe le jeune homme aux cheveux blancs. La fille dit que puisqu'il est occupé, ils vont quitter la pièce maintenant. Mais avant qu'ils ne partent, le grand-duc dit au nouveau précepteur de magie de rester. Le protagoniste se retourne, ne comprenant pas de quoi le noble veut lui parler. Dans le bureau, l'atmosphère devient tendue alors que le grand-duc et le jeune homme se regardent fixement. Calmement, le chef de la famille du Plaine commence à écrire sur un morceau de parchemin à son bureau. Il commente alors que le garçon est très jeune et lui demande s'il a 16 ans. Le protagoniste aux cheveux blancs confirme son âge au noble par un simple oui. L'homme l'interroge sur ses compétences et le jeune homme dit qu'il utilise la magie une étoile. Avec un sourire en coin, le grand-duc se met à rire de la réponse du garçon. Il dit que l'humilité n'est pas toujours une vertu et qu'il sait que le jeune homme ment. Voyant qu'il a été découvert, le garçon aux cheveux blancs reste simplement silencieux. Le noble libère alors son aura et le jeune homme réalise qu'il est un mage 5 étoiles. Le mercenaire s'excuse, mais le seigneur dit qu'il comprend, car avoir trop de talent peut être une mauvaise chose. L'homme commente qu'à en juger par ses vêtements et son âge, le jeune homme ne ressemble pas à un tuteur de magie. Sans hésiter, le garçon aux cheveux blancs révèle qu'il est en réalité un mercenaire. Le noble dit qu'il fait confiance au choix de sa fille et qu'il l'autorisera à entrer dans l'annexe. Il le congédie, mais le jeune homme l'interrompt pour poser une dernière question. Le grand-duc autorise alors le garçon à dire ce qu'il veut savoir. Le jeune homme dit que son devoir en tant que mercenaire est de s'assurer que Dame Diala apprenne la magie. Il explique que la mission est de faire entrer la jeune fille dans la haute société. L'homme demande alors pourquoi le garçon lui énonce des évidences. À cela, le jeune homme révèle qu'il a en fait une requête très sérieuse à formuler. Le grand-duc est intrigué par l'audace du garçon et attend d'entendre sa requête. Pendant ce temps, ailleurs, une assiette est violemment jetée par terre. Au bruit, la servante pousse un cri de stupeur et se recroqueville de peur. La servante s'excuse à plusieurs reprises, mais la jeune fille la traite avec un grand mépris. La jeune noble dit alors à la servante de ficher le camp et la menace de ne plus jamais se montrer. Dans une autre pièce, le maître de guilde demande à Aesulen pourquoi elle a choisi ce garçon. Il dit que de nombreux tuteurs feraient la queue pour ce travail et que ce serait difficile pour un roturier.
La jeune femme révèle qu'elle a déjà essayé les tuteurs les plus célèbres, mais qui l'ont tous abandonné. Elle poursuit en disant que le maître du jeune homme était un noble en faillite, donc il a beaucoup appris. Pour cette raison, la jeune fille pensait qu'il pourrait guider sa sœur Diala avec bienveillance. L'homme rit alors et dit que Aesulen doit apprendre à mieux cerner les gens. Il lui rappelle que le garçon a grandi dans la rue et n'a pas survécu uniquement grâce à la gentillesse. La jeune noble est surprise par les paroles de l'homme et semble reconsidérer son choix. À ce moment, notre protagoniste est guidé dans le couloir par un majordome. Le jeune homme aux cheveux blancs s'approche alors d'une grande porte en bois. Sur ce, il lève la main pour frapper à la porte de la chambre. Le garçon frappe alors 2 fois à la porte, attendant une réponse de l'autre côté. Ne recevant aucune réponse, il reste là, silencieux, un instant. Voyant que personne ne répond, le jeune mercenaire décide d'ouvrir la porte lui-même. En entrant dans la pièce, il salue la personne assise à l'intérieur. Il se présente alors comme Derek à la jeune fille aux cheveux bruns assise à la table. La jeune fille aux cheveux blonds, qui se révèle être Diala, dit au jeune homme d'approcher. Obéissant à l'ordre, le garçon aux cheveux blancs se dirige vers la noble. À ce moment, la jeune femme esquisse un sourire malicieux et semble avoir un plan en tête. Soudain, elle lui jette quelque chose au visage et il ne peut l'esquiver à temps. En conséquence, le jeune homme est complètement trempé d'une eau sale et dégoûtante. La jeune fille se met alors à rire et dit qu'elle pensait qu'un rat d'égout était entré. Elle l'humilie en disant qu'à la réflexion, il ressemble vraiment à un rat d'égout. La jeune noble saisit alors une chaise à proximité pour s'en servir comme appui. Grâce à elle, elle monte sur une petite table pour être plus grande que le garçon. Puis la blonde verse un seau d'eau sale sur la tête du nouveau tuteur de magie. Le mercenaire reste là, en silence, tandis que l'eau coule sur son visage. La jeune fille se plaint de ne plus avoir d'eau et regrette de ne pas pouvoir l'humilier davantage, mais le jeune homme lève la tête et la fixe d'un regard froid et effrayant. En voyant cette expression, la jeune fille est choquée et reste sans voix un instant. Énervée, elle essaie de lui donner un coup de pied, mais le garçon lui saisit fermement la jambe. Le jeune homme s'agenouille alors devant la noble, tenant toujours fermement son pied. La jeune fille se met en colère d'avoir été touchée et insulte le mercenaire aux cheveux blancs. Elle se couvre alors le nez et se plaint qu'il pue à cause de l'eau sale. Malgré l'humiliation, le jeune homme continue de fixer la noble sans montrer la moindre émotion. La jeune fille s'appuie alors sur la table et semble se préparer à poursuivre l'humiliation. La noble continue l'humiliation et dit au rat d'égout de rester à sa place. Nous retournons alors à la conversation du jeune homme avec le grand-duc dans son bureau. Le chef de la famille du Plaine regardait par la fenêtre en réfléchissant à la situation. Avec une expression sérieuse, l'homme plus âgé écoutait les paroles du mercenaire. Le garçon dit que le problème de Diala n'est pas simple et fait une demande au seigneur. Avec ses yeux rouges, il demande quelle autorité le noble lui accordera. Le grand-duc fixe alors le jeune homme aux cheveux blancs, analysant sa demande audacieuse. De retour au présent, le visage de la jeune fille blonde est rouge et elle est sous le choc. Apparemment, le jeune homme a perdu patience et a donné une claque ferme à la noble gâtée. Il la regarde ensuite de haut avec une expression froide et sans regret. Choquée, la jeune fille porte une main à son visage, incapable de croire ce qui vient de se passer. Les yeux rouges brillants, le mercenaire dit à la jeune femme de se lever. À ce moment, il se souvient d'une conversation d'il y a 3 ans avec son maître. À l'époque, il avait demandé à Katia que faire avec un élève très têtu. La mage a répondu qu'elle essaierait de comprendre et d'accueillir ce type d'élève, mais le garçon trouve la réponse trop idéaliste et s'interroge sur les pires cas. Le maître explique que si la communication échoue, un point de départ différent est nécessaire. D'un air sérieux, elle révèle que la méthode consiste simplement à utiliser la peur à son avantage. De retour dans la chambre, la blonde est toujours par terre, complètement effrayée par ses actions. Le jeune homme lui dit alors de traiter les autres avec respect et de se lever maintenant. La noble gâtée se relève alors du sol pour essayer de se tenir debout après la leçon. Pleine de colère, elle se jette sur le jeune mercenaire en essayant de riposter. La jeune fille crie qu'un roturier comme lui n'a pas le droit de toucher une noble, mais le garçon perd complètement patience et lui donne une autre claque pour la faire taire. Il dit ensuite qu'il n'aura pas non plus à se répéter 2 fois pour elle. Avec un sourire effrayant, la noble ne semble pas comprendre ce qu'il dit. Alors, elle appelle le majordome et accuse le jeune homme d'avoir fait du mal à une dame de la noblesse. À cela, le majordome en chef et les servantes accourent et lui demandent si elle va bien. Le vieil homme gronde le garçon et dit que le grand-duc découvrira ce qu'il a fait, mais imperturbable, le jeune homme aux cheveux blancs sort simplement un parchemin qu'il gardait. Il révèle que le grand-duc lui a donné pleine autorité sur l'éducation de la jeune fille. Le majordome prend le document et est choqué de voir le sceau officiel de la famille sur le papier. La jeune noble est également surprise et ne comprend pas ce qui se passe. Cette nuit-là, le manoir du Plaine semblait calme, mais l'agitation n'était pas encore terminée. Le frère blond, Valérian, court dans les couloirs avec Raeg qui essaie de le calmer. Il fait alors irruption dans une des chambres en criant et en appelant le mercenaire qu'il a engagé. À l'intérieur, le jeune homme aux cheveux blancs lisait calmement un livre dans son lit. Valérian crie, lui demandant comment il ose poser la main sur Diala, mais Raeg le retient de force. Calmement, le tuteur répond que c'est quelque chose qui a été autorisé par le grand-duc lui-même. Raeg dit alors à son frère que leur père l'a permis et qu'il est l'invité des Aesulen. Valérian dit alors au jeune homme de venir avec lui et dit à Raeg de ne pas s'en mêler. Le frère aux cheveux noirs dit que Diala avait besoin d'une leçon et que Valérian n'en fera pas trop. À cela,
Le protagoniste observe les deux frères avec une expression sérieuse. Raek se demande pourquoi son frère blond protège autant cette fille sans espoir. Dans une pièce sombre, quelques vieilles poupées sont assises par terre près de la porte. Valérian invite alors le jeune homme à entrer dans l'ancienne chambre de sa sœur Diala. Il explique que c'était sa chambre dans la maison principale et qu'elle est restée intacte depuis. Le protagoniste aux cheveux blancs observe une peinture inachevée sur un chevalet. Le noble révèle que sa sœur aimait dessiner et était adorable en montrant son travail, mais il dit qu'elle n'a jamais fini un dessin et laissait toujours un espace vide. Valérian s'excuse de s'être emporté plus tôt et le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Le mercenaire demande alors pourquoi il l'a amené dans cette pièce remplie de peinture. L'homme aux cheveux blonds voulait montrer que Diala ne méritait pas d'être méprisée comme ça. Il dit qu'elle est devenue obsédée par sa lignée et a fini par être envoyée à El-Annex. Maintenant, Valérian veut les empêcher de l'envoyer dans un monastère et ramasse quelques livres. Sur ce, le frère aîné supplie le jeune homme de sauver sa sœur Diala. Mais le protagoniste remarque quelque chose dans les livres et demande au noble d'attendre un moment. Il dit que d'après les notes dans les marges, la jeune fille n'a pas complètement abandonné la magie. Le jeune homme demande si ce sont des livres de l'école des régulations et Valérian confirme. Le mercenaire devient pensif avec cette nouvelle découverte et semble avoir un plan en tête. Le jeune mercenaire observe alors l'une des peintures de paysages dans la chambre de la jeune fille. Sur ce, il prend l'un des livres de théorie qui s'y trouvait et semble prendre une décision. Puis il dit qu'il va essayer son nouveau plan et tend le livre au frère de la noble. Cette même nuit, l'annexe du grand manoir était complètement silencieuse et sombre. Dans sa chambre, la jeune Diala dormait paisiblement dans son lit sans rien remarquer d'inhabituel. Mais soudain, un seau d'eau très froide est violemment jeté pour la réveiller. La jeune fille se réveille alors en hurlant désespérément, de l'eau glacée sur tout le visage. Le nouveau tuteur demande d'un regard froid si elle était sérieuse en dormant. Confuse et très agacée, la noble demande si le mercenaire est devenu complètement fou. Il la saisit alors par le bras et dit qu'ils doivent aller quelque part d'important. Le garçon la traîne dans le couloir alors qu'elle crie au serviteur de l'arrêter sous le clair de lune. Le jeune homme fait sortir la noble du manoir par la force. Il la traîne le long d'un chemin de terre loin de la résidence de la famille Duplaine. Arrivé à un endroit isolé, le tuteur la jette violemment sur le sol en terre. La jeune fille crie avec colère et demande pour qui il se prend pour oser lui faire la leçon. Le jeune homme lui demande si elle veut entendre un fait intéressant et elle devient confuse. Avec un sourire, il révèle qu'il ne va pas lui apprendre la magie et qu'il aime juste malmener les nobles. Choqué par la révélation, la jeune fille lui demande ce qu'il vient de lui dire. Il continue en disant qu'être tuteur n'est qu'une excuse pour ses plans maléfiques. Puis le mercenaire se rapproche et dit que c'est une excuse pour s'occuper de nobles comme elle. Sur ce, il tire son épée et dit que les cris des nobles sont plutôt beaux. La jeune fille, effrayée, lui demande s'il pense qu'il s'en sortira comme ça. Avec un sourire, il répond que oui, car elle va dans un monastère et personne ne la croirait. Le mercenaire dit que dans le pire des cas, il peut payer de sa vie, car celle d'un roturier n'a aucune valeur. Il continue en disant qu'il pourrait simplement s'enfuir et rendrait service à la famille en se débarrassant d'elle. La jeune noble pense que c'en est fini d'elle si cet homme l'attrape. Sur ce, la jeune fille aux cheveux blonds se met à courir désespérément pour échapper au danger. Elle pense qu'elle doit le semer dans la forêt, car il l'attraperait facilement en terrain découvert. La jeune femme connaît bien la forêt et prévoit de rentrer chez elle par ce chemin, mais elle finit par trébucher. Elle pense alors que c'est lui qui a des problèmes, mais soudain quelque chose attire son attention. Une énorme boule de feu apparaît dans le ciel, illuminant toute l'obscurité de cette nuit. Le jeune homme aux cheveux blancs lance alors le puissant sort en direction de la forêt. Surprise, la jeune fille se retourne et réalise que c'est un sort de boule de feu. Le tuteur de magie tient la sphère de feu avec un air sérieux et déterminé. Avec un sourire malicieux, le mercenaire montre qu'il ne plaisante pas. Sur ce, la puissante magie de feu vole rapidement vers la jeune fille effrayée. Le reflet des flammes brille dans les yeux de la noble alors que l'attaque se rapproche. Avec un cri de terreur, la jeune fille est projetée en arrière par l'impact de l'explosion. Une grande explosion de feu se produit juste derrière elle, détruisant tout aux alentours. Tombée au sol et en panique totale, la jeune noble peine à croire ce qu'elle a vu. Avec un sourire effrayant, le mercenaire dit qu'il a manqué son tir exprès. La pleine lune éclairait la nuit alors que la poursuite continuait à travers la forêt sombre. Pour cette raison, la jeune noble a couru désespérément pour essayer de sauver sa propre vie. Sur son visage, la jeune fille affichait un mélange de peur et de détermination à s'échapper. Mais dans un moment de distraction, elle a fini par trébucher sur une racine d'arbre sur son chemin. Suite à sa chute, la jeune fille blonde est tombée lourdement sur le sol en terre, incapable de se protéger. Tombée et épuisée, elle pouvait à peine se tenir debout et ne faisait que fixer ce qui venait vers elle. Soudain, une puissante flèche d'énergie bleue est apparue et a filé à grande vitesse. Avec un regard concentré, le tuteur de magie a préparé sa prochaine attaque sans aucune hésitation. Puis la flèche d'énergie est passée juste à côté de la noble qui était allongée sur le sol. La jeune fille était sous le choc et n'a pas pu réagir après avoir vu l'attaque magique passer si près d'elle. Le mercenaire a alors loué ses mouvements et a dit qu'il était difficile de croire qu'elle était restée dans l'annexe. À bout de souffle, la jeune fille le fixait en silence, complètement confuse. Puis elle s'est levée et a recommencé à courir dans la forêt pendant que le jeune homme la regardait. Avec un léger sourire, le tuteur aux cheveux blancs semblait avoir tout sous contrôle.
La noble se demandait combien de temps elle continuerait à courir et si elle parviendrait un jour à s'échapper de cet endroit. Soudain, elle a semblé avoir une grande prise de conscience et a cessé de courir un instant. Pendant ce temps, le garçon a utilisé sa magie sur une flaque d'eau le long du chemin. Il a ensuite observé la piste dans la forêt sombre que la jeune fille blonde suivait. Le jeune homme a confirmé que c'était la forêt qu'il avait vue dans les peintures et où elle avait l'habitude de jouer. Il a compris qu'elle ressentait l'énergie de la nature et la transférait dans ses peintures. Ses yeux rouges brillants, il semblait avoir compris exactement ce qui se passait. Puis la jeune fille, fatiguée de courir, a jeté une pierre à la tête du mercenaire. Mais le jeune homme aux cheveux blancs a simplement dégainé son épée calmement pour se défendre. D'un geste rapide, il a coupé la pierre en deux sans aucune difficulté. La noble était alors sous le choc et totalement effrayée par l'habileté du tuteur. Il a salué son attitude d'avoir essayé de riposter et a dit que ce n'était pas une décision facile à prendre. Épuisée, la jeune fille est tombée par terre, à bout de souffle, sans plus de force pour continuer à se battre. D'un regard froid, le jeune homme a dit qu'il semblait qu'elle n'avait plus d'énergie pour courir. Il a alors pointé son épée vers la noble et lui a demandé si elle avait quelques derniers mots. Mais avec un sourire, la jeune fille ne semblait pas se soucier beaucoup de sa menace. Elle l'a défié et a dit qu'elle ne s'abaisserait pas comme le feraient les roturiers dans cette situation. Le mercenaire a alors demandé pourquoi elle était si obsédée par sa lignée noble. La jeune femme blonde a simplement baissé la tête en silence pendant un moment. Elle a révélé que s'il lui enlevait son statut de noble, il ne lui resterait plus rien. En colère, la jeune fille a commencé à crier désespérément à propos de la magie et de son échec. Les larmes aux yeux, elle a crié qu'il ne savait pas à quel point elle avait essayé et échoué. Le tuteur aux cheveux blancs a simplement observé en silence l'explosion de la jeune noble. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait échoué en magie, en peinture, et dans tout ce qu'elle avait essayé de faire. Désespérée, elle a demandé ce qu'il lui restait d'autre que sa lignée noble. La jeune fille est alors tombée à genoux et s'est demandé ce qu'elle était sans son statut social. Le tuteur aux cheveux blancs l'a simplement regardé en silence, assimilant toute son explosion de colère. Puis il a invoqué une épée d'énergie bleue et s'est préparé pour la prochaine étape de son plan. Les larmes aux yeux, la jeune noble semblait avoir accepté sa fin tragique. Le mercenaire a alors levé sa lame et a dit qu'il avait entendu tout ce qu'elle avait à dire. Terrifiée et le visage rouge, la jeune fille a fait ses adieux en attendant la fin. D'un mouvement rapide, le garçon aux cheveux blancs a balancé son épée d'énergie. La noble a alors fermé les yeux très fort en attendant le coup final du tuteur. Elle a gardé les yeux fermés, ne sachant pas ce qui allait lui arriver. Soudain, la lame du mercenaire a créé d'énormes cristaux de glace tout autour d'elle. La jeune fille a ouvert les yeux et a vu les cristaux de glace se former partout. Puis le garçon a créé une barrière de glace autour de la noble sans la blesser. La jeune fille a regardé ses mains et s'est demandé si c'était une sorte de magie. Son plan achevé, le jeune homme aux cheveux blancs a alors rangé son épée d'énergie. Il s'est excusé pour sa grossièreté et a loué le travail acharné de la jeune fille. La jeune noble est restée sous le choc, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Le tuteur a expliqué que c'était juste une manifestation de mana et quelle scène était bien sortie. À cause de cela, la jeune fille n'a pas pu retenir ses émotions et a commencé à pleurer de façon incontrôlable. Elle a crié et pleuré désespérément, libérant toutes les frustrations qu'elle avait gardées en elle. Le mercenaire observait simplement de loin pendant que la jeune femme se laissait aller. La pleine lune dans le ciel a alors illuminé la fin de cette intense leçon nocturne. Le tuteur révèle qu'elle appartient à une école de magie sauvage et la jeune fille est confuse par cette information. Tout en lui bandant la jambe, il explique que le processus d'apprentissage varie grandement entre les différents ordres de mages. Il poursuit en disant qu'essayer d'apprendre les mauvaises théories, c'est comme forcer son corps dans des vêtements qui ne lui vont pas du tout. À ce moment, la jeune noble lui demande comment il a découvert qu'elle faisait partie d'une lignée magique si rare. Le jeune homme aux cheveux blancs dit qu'il a vu les peintures qu'elle a faites et a remarqué quelque chose de très spécial dans ses coups de pinceau. Avec un air sérieux, le mercenaire déclare qu'elle a ressenti l'énergie de la nature et a fini par la transférer entièrement sur la toile. Il explique alors que les mages de ce type ressentent le mana naturel depuis leur enfance, c'est pourquoi elle a toujours été différente des autres. La jeune fille blonde est en état de choc total en réalisant que son talent caché a enfin été reconnu par quelqu'un. Dès qu'il termine le bandage, le jeune homme dit que le travail est fait et qu'elle peut maintenant marcher avec moins de douleur. Mais le maître l'avertit qu'elle n'a fait que le premier pas et que le véritable entraînement commencera demain. Soudain, la jeune fille aux yeux bleus l'appelle par son nom en le regardant s'éloigner sur le chemin sombre. Même si elle est gênée, la jeune noble le remercie pour son aide et montre que son opinion sur le jeune homme a changé. Le protagoniste écoute simplement ses paroles en silence sans montrer de réaction exagérée à ce moment-là. Sur ce, ils commencent tous les deux à retourner au manoir tandis que la nuit étoilée couvre toute la forêt. Pendant la promenade, il commente la peinture du coucher de soleil et dit que c'était une véritable œuvre d'art. Le lendemain matin, la lumière du soleil entre par la fenêtre de la chambre et illumine toute la pièce luxueuse de la résidence. La jeune Diela se réveille, déterminée, et s'assoit sur le lit, prête à tester ce qu'elle a appris de son nouveau maître. Puis la jeune fille tend la main et commence à concentrer une petite quantité d'énergie bleue entre ses doigts. Avec une lueur intense dans les yeux, elle essaie de manifester son pouvoir naturellement, comme on le lui a appris. Cependant, la magie finit par échouer et se transforme seulement en fumée, laissant la petite noble assez irritée par le résultat.
Une servante transporte un seau d'eau tout en marchant paisiblement dans le couloir luxueux du manoir. À ce moment, la jeune fille blonde ouvre soudainement la porte et effraie la servante distraite qui manque de tomber. Surprise, le seau lui glisse des mains et Léo éclabousse partout sur le tapis du couloir. Léo s'alerte directement la robe de la jeune noble, la laissant figée dans cette situation inattendue. Désespéré, l'employé commence à s'excuser frénétiquement d'avoir commis une erreur aussi grave devant elle, mais la jeune fille se contente de la fixer d'un regard froid sans exprimer aucune émotion ni colère immédiate. Alors la servante s'agenouille et implore son pardon, craignant d'être maltraitée par sa maîtresse comme par le passé. Étonnamment, la jeune fille lui dit simplement de faire plus attention et continue son chemin comme si de rien n'était. À cause de cela, la servante est en état de choc et se demande pourquoi elle n'a pas reçu de gifles ou de cris de la part de la jeune fille gâtée. Alors que ses autres collègues s'approchent avec curiosité, elles essaient de comprendre ce qui a changé dans le comportement étrange de la jeune maîtresse. Dans une autre pièce, le tuteur aux cheveux blancs dort paisiblement, profitant de son rare moment de repos et de grande paix. Soudain, des coups violents à la porte réveillent le jeune homme qui se plaint du bruit infernal sitôt pendant son jour de congé. Il ouvre alors la porte en se frottant les yeux et en essayant de comprendre la raison de tous ces cris à ses oreilles. À cet instant, la jeune fille blonde apparaît, accompagnée du majordome, et exige que les leçons de magie commencent à ce moment précis aujourd'hui. Le gentleman au monocle est choqué de découvrir que la jeune fille a finalement réussi à manifester son mana seule dans sa chambre. Avec un regard déterminé, l'élève ordonne aux mercenaires de lui enseigner rapidement car elle est très impatiente de progresser. Mais le jeune homme leur claque simplement la porte au nez et leur dit de ne revenir que dans l'après-midi car il veut dormir. À ces mots, le majordome se met à pleurer de joie en voyant que sa maîtresse a enfin décidé de prendre ses études au sérieux. Irritée par le renvoi, la jeune fille se met à marteler le bois et crie pour que cette personne ouvre la porte immédiatement. Malgré tout le scandale à l'extérieur, le jeune homme aux cheveux blancs retourne se coucher et décide d'ignorer la petite peste. Le jour se lève radieusement sur l'énorme manoir de la famille noble tandis que le soleil brille dans le ciel bleu. Puis on entend le bruit de pas fermes résonner dans les couloirs luxueux de cette immense propriété. Deux servantes commentent avec surprise que Dame Diala n'a pas cassé une seule assiette de toute la journée. À cause de cela, les rumeurs se répandent et tout le monde apprend que la jeune fille a finalement réussi à utiliser son mana. À ce moment, quelqu'un s'approche des servantes alors que le bruit des bottes devient de plus en plus fort. Le jeune homme aux cheveux sombres s'arrête et demande ce qu'elle disait à propos de sa sœur à l'instant. Pendant ce temps, le patriarche de la famille continue d'écrire calmement sur un parchemin avec sa plume. Dans le bureau, le seigneur reçoit ses enfants pour discuter des nouvelles concernant les progrès magiques de la petite. Le grand-duc déclare que c'est une excellente nouvelle et semble satisfait des progrès de sa fille, mais le jeune homme aux yeux verts dit qu'il est encore bien trop tôt pour célébrer un accomplissement aussi simple. Irrité, le frère blond crie sur Raeg pour son incapacité à faire un seul compliment à sa propre sœur. À cet instant, le père observe la dispute de ses fils avec un regard sérieux et très attentif derrière ses lunettes. Il se souvient que la jeune fille a causé de nombreux problèmes par le passé et qu'il ne devrait pas annuler son voyage au monastère. Le chef de la maison continue sa tâche en silence tout en pesant l'avenir de cet enfant difficile. Le temps passe et le soleil reste fort, illuminant chaque recoin de ce vaste royaume médiéval. Dans la pièce, la noble apparaît assise, le dos tourné, et semble bouder fortement à propos de quelque chose. Alors le mercenaire aux cheveux blancs entre dans la pièce et demande si la jeune fille boude pour une raison quelconque. À cela, la jeune fille blonde répond qu'elle ne boude pas seulement, mais qu'elle est en fait très en colère contre tout ce qui se passe. Le jeune homme se gratte la tête et déclare qu'agir comme une enfant gâtée n'aidera en rien, mais la petite fille crie à nouveau que ce n'est pas un caprice et réaffirme que son sentiment est de la pure haine. Sur ce, le jeune homme aux cheveux blancs dit que faire un caprice est inutile et que tout doit se passer dans le bon ordre pour fonctionner. Mais la jeune fille blonde crie de colère et déclare qu'elle ne fait pas une crise mais montre qu'elle est très irritée contre lui en ce moment. Le mercenaire la fixe alors d'un regard sérieux et froid tout en maintenant sa posture calme face à la révolte de la jeune fille. Il dit alors qu'il va appeler ça un caprice de toute façon et laisse la petite noble totalement sans voix face à sa moquerie. À ce moment, le jeune homme aux yeux rouges pose sa main sur la chaise alors qu'il se prépare à donner une leçon importante. Sur ce, il explique par sa propre expérience que l'utilisation excessive de mana en une seule fois peut provoquer un épuisement total du corps d'un mage. Il poursuit en disant que le repos est tout aussi important que l'entraînement, mais la jeune fille semble trouver ce discours très ennuyeux et fastidieux. Remarquant son découragement, le professeur lui demande si elle préfère une méthode beaucoup moins ennuyeuse pour apprendre les choses maintenant. Puis il se souvient du moment où il a utilisé des flammes et son épée pour effrayer la jeune fille et montrer qui commande vraiment ici. Se souvenant de ce moment de pure terreur, la noble commence à avoir des sueurs froides et sent un frisson parcourir tout son corps. Elle change rapidement d'attitude et dit qu'elle n'a besoin de rien de radical et préfère continuer avec la méthode normale à la place. Sur ce, le maître commence à expliquer qu'après avoir maîtrisé le flux d'énergie, apprendre les sorts d'une étoile sera très facile pour elle. Il révèle que l'école sauvage n'a pas de règles strictes et se concentre sur la liberté, ce qui est parfait pour ceux qui apprennent par eux-mêmes. Le jeune homme déclare que ce style correspond très bien à sa personnalité, ce qui rend la jeune fille blonde assez curieuse de ce compliment soudain. À cela, le tuteur explique que son esprit libre a une grande synergie avec ce type de magie et que son sang noble aide beaucoup. La jeune fille reste silencieuse un bref instant,
le temps d'assimiler ces paroles aimables qu'elle n'avait jamais entendues de personne auparavant. Les joues rouges, elle se demande si elle possède vraiment un talent spécial pour les arts mystiques à ce moment-là. Le jeune homme confirme que la création d'un mur de glace du premier coup prouve son potentiel, et elle demande si elle est un véritable génie. Mais il l'avertit bientôt qu'il y a une énorme différence entre avoir du talent et être un vrai génie, et la conversation se poursuit par la fenêtre. Pendant ce temps, à l'extérieur, le frère aux cheveux sombres observe tout en étant caché et écoute le dialogue entre les deux dans la pièce. À ce moment, le jeune homme aux cheveux sombres grogne avec irritation en réalisant que sa sœur progresse réellement et montre une grande insatisfaction. Le lendemain, le soleil brille intensément sur l'énorme manoir tandis que la lourde routine d'entraînement se poursuit sans interruption sur toute la propriété. Sur ce, la jeune fille court dans la pièce et dit à son maître qu'elle peut manifester le pouvoir mais ne peut pas contrôler la direction du sort. Peu après, elle l'interrompt pendant son repas et se plaint d'avoir essayé d'utiliser l'élément de glace, mais que la sensation était très étrange et différente de ce à quoi elle s'attendait. Un autre jour, la petite noble continue de poursuivre le tuteur dans les couloirs et crie qu'elle sent l'énergie circuler, mais d'une manière totalement incorrecte. Au coucher du soleil, la jeune fille blonde trouve enfin le mercenaire se reposant près d'un arbre et lui demande ce qu'il fait là, seul. Irritée, la jeune fille se plaint qu'il devrait être près de l'annexe et lui demande s'il pense que son père lui a donné le livre juste pour qu'il puisse paresser. Très calmement, le jeune homme aux cheveux blancs répond que le grand-duc lui a prêté le matériel précisément pour qu'il puisse étudier en paix. Mais la jeune fille ignore la réponse et déclare qu'elle a enfin réussi à faire fonctionner le flux de mana et lui demande de vérifier rapidement le résultat. Pendant ce temps, le frère blond nommé Valérian observe la vue depuis la fenêtre de son bureau et semble pensif quant à l'avenir de la famille. À ce moment, les portes s'ouvrent et le tuteur aux cheveux blancs entre dans la pièce, répondant à l'appel urgent du futur patriarche de la maison noble. Le noble salue l'invité et lui demande de s'asseoir car ils doivent avoir une conversation très sérieuse sur les événements récents. Assis face à face, l'homme blond demande comment se porte sa sœur et montre une grande inquiétude pour le comportement de la petite. Honnêtement, le protagoniste déclare qu'elle a beaucoup progressé, mais qu'il faudra encore du temps avant qu'elle puisse maîtriser les sorts de base. À cela, le frère aîné révèle que leur mère reviendra bientôt de voyage et prévient que l'atmosphère dans le manoir va changer radicalement. Il l'avertit que la matriarche est une personne difficile et que de nombreux nobles n'acceptent pas de voir un roturier occuper un poste aussi important dans la résidence. Avec un regard attentif, le mercenaire dit qu'il se souviendra de cet avertissement important et demande si l'homme blond a autre chose à dire. Le futur patriarche reste silencieux un bref instant, semblant choisir les mots justes pour conclure son raisonnement avec le jeune homme. Il se lève alors et explique que sa mission en tant que successeur est de protéger tous les membres de la famille et d'être toujours sincère avec chacun d'eux. Mais l'homme blond soupire et commente que comprendre le cœur humain est une tâche très complexe et que la réalité n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Le jeune homme aux cheveux blancs demande où le noble veut en venir avec tout ce discours étrange. À ce moment, le frère blond lève le poing et semble très ému en se souvenant du passé de la famille. Il révèle avec une grande tristesse que la petite Diala ne veut plus jouer avec lui comme avant. Le mercenaire observe le drame de l'homme avec une expression de quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe. L'homme blond continue son histoire en disant que sa sœur était comme un ange parfait quand ils n'étaient encore que des enfants. Pendant que le noble fait sa scène, le protagoniste boit simplement son thé calmement, sans se soucier de ses pleurs. Puis l'héritier demande s'il y a un moyen pour lui de regagner l'affection de la petite, mais le tuteur se demande pourquoi on le consulte sur une affaire si personnelle et étrange. Soudain, la voix de la jeune fille résonne dans le manoir alors qu'elle crie désespérément en cherchant son maître de magie. L'homme ignore la question précédente et montre qu'il a appris à fabriquer des poupées à la main avec l'un des serviteurs de la maison. Il montre un jouet à l'allure très effrayante et demande ce que le jeune homme pense de cette étrange œuvre d'art. En voyant l'objet bizarre, le protagoniste demande si le noble essaie de jeter une malédiction sur quelqu'un maintenant. Vexé par la réponse, l'homme blond se met à pleurer et devient très sensible aux critiques sévères du mercenaire. Sur ce, la scène se déplace à l'extérieur de la luxueuse résidence. Sous un ciel bleu très clair ce jour-là, une femme élégante apparaît dans le hall principal et déclare qu'elle a entendu de très bonnes choses sur le jeune homme aux cheveux blancs. Avec un sourire en coin, elle commente qu'ils ont réussi à engager un maître de magie très compétent pour la famille noble. La dame se présente comme étant Mariella et dit qu'elle a l'intention d'envoyer un beau cadeau à la patrie du jeune homme. À ce moment, le jeune homme révèle qu'il n'appartient à aucune maison noble ni à un territoire spécifique d'un seigneur. La femme est en état de choc et est stupéfaite d'apprendre que le professeur de la petite est en fait un simple roturier. Le soleil brille intensément sur la luxueuse résidence de la famille noble, indiquant que la journée sera longue et pleine de surprises pour tout le monde. Dans le hall principal, le jeune mercenaire est entouré de plusieurs servantes et d'une dame très élégante qui l'observe attentivement. Avec un sourire en coin, la femme commente qu'elle a entendu de grandes choses sur les compétences du nouveau tuteur de magie de la maison. Elle se présente comme étant Mariella et dit qu'elle prévoit d'envoyer un beau cadeau à la patrie du jeune homme aux cheveux blancs. Mais calmement, le jeune aux yeux rouges répond qu'il n'appartient à aucune maison noble ni au territoire d'un seigneur spécifique. La dame est en état de choc et se demande si elle a bien entendu ce que l'invité vient de lui dire en face. Le protagoniste garde une expression sérieuse et déclare clairement qu'il n'est qu'un simple roturier. À cet instant, le visage de la femme se tord en une expression de pure horreur en découvrant les véritables origines du professeur.
En revenant une semaine en arrière, nous voyons un luxueux carrosse garé juste devant l'immense manoir de la famille noble. Sur ce, la jeune Aesulène parle aux mercenaires et dit qu'elle a fait le bon choix en l'amenant sur son territoire. Mais elle explique qu'elle doit retourner à Evelstein pour régler des affaires urgentes et qu'elle laissera Diala sous la garde du jeune homme. Le jeune aux cheveux blancs accepte simplement l'ordre, montrant qu'il est prêt à remplir sa mission sans se plaindre. Puis le chef de guilde apparaît en riant et pose sa main sur l'épaule de son subordonné tout en faisant une blague sur sa réponse. Il monte dans le carrosse avec la noble et dit au garçon de finir le travail rapidement avant que quelqu'un n'arrive pour causer des problèmes. Le carrosse commence alors à s'éloigner de la propriété, laissant le protagoniste seul face à une famille si compliquée. Mais soudain, la jeune fille aux cheveux sombres met sa main sur son visage en réalisant qu'elle a oublié de lui dire quelque chose de très important. Avec une expression inquiète, elle prévient que sa mère reviendra la semaine prochaine et qu'elle a oublié de l'avertir à son sujet. L'homme barbu demande si la matriarche de la famille est quelqu'un qui nécessite vraiment un avertissement formel aussi sérieux et urgent. À ce moment, la scène se concentre sur les détails luxueux du plafond du manoir alors que la tension commence à monter progressivement dans la pièce. Sur ce, la noble décrit sa propre mère comme une véritable incarnation de la terreur que personne ne voudrait croiser. Mariella devient furieuse et crie, demandant si un roturier est vraiment l'instructeur de sa plus jeune fille. Le patriarche reste calme et demande à sa femme de baisser la voix pendant qu'il continue de tenir sa plume. Mais la dame continue de crier avec désespoir, disant que la petite blonde est la fille la plus précieuse de toute cette lignée noble. À ce moment, le grand-duc enlève ses lunettes et avoue qu'il n'aime pas non plus placer des gens ordinaires à des postes aussi importants. La dame se souvient alors que tous les autres professeurs nobles ont abandonné, mais se demande comment ils ont pu choisir quelqu'un du milieu des mercenaires. Le seigneur explique alors qu'il est difficile de trouver de bons tuteurs et insiste sur le fait que le jeune homme aux cheveux blancs était une recommandation directe de leur fille, Aesulène. Sur ce, la femme commence à faire les 100 pas dans le bureau et dit qu'il doit y avoir au moins un standard de qualité minimum pour ce service. Puis elle suggère de faire venir son propre frère, nommé Flamme, pour enseigner à la petite maintenant qu'elle a enfin réussi à manifester son énergie magique. Le souverain lui demande si elle veut retirer un commandant de la frontière pour en faire un tuteur privé et si elle pense que la gestion du duché est une plaisanterie. Mais la matriarche crie à nouveau, affirmant que la haute société des Evelstein est un véritable et très dangereux champ de bataille pour les jeunes. Sur ce, elle pointe du doigt et dit qu'elle ne veut pas voir sa fille devenir la risée au grand bal des débutantes à cause d'un maître sans nom. À ce moment, les grandes portes du bureau s'ouvrent et quelqu'un entre pour interrompre la dispute animée entre le couple noble. Le fils blond, nommé Valérian, demande à sa mère de se calmer, disant qu'elle n'est pas venue ici juste pour se disputer avec son mari. Mais la matriarche dit au garçon de s'écarter et déclare que le sujet n'est pas quelque chose qui peut être facilement ignoré par quiconque ici. Puis l'autre frère, nommé Raeg, demande si le vrai problème n'est pas de savoir si ce roturier a le talent pour être l'instructeur de Diala. Il marche lentement pendant que les deux l'observent attentivement, attendant ses prochains mots concernant le mercenaire aux cheveux blancs. Le jeune homme aux cheveux sombres dit qu'avoir un roturier comme tuteur est étrange, mais s'il a les compétences nécessaires, ce ne serait pas un gros problème. Sur ce, le jeune homme demande à son père de le laisser tester personnellement le mercenaire et suggère qu'ils s'affrontent dans un duel de magie. Mais le patriarche dit à son fils de ne pas s'en soucier et déclare avec une certitude absolue que le jeune homme aux cheveux blancs est en effet très puissant et capable. À cet instant, le frère aux yeux verts se tait et fixe son père avec une expression sérieuse en entendant cet éloge inattendu pour le roturier. À ce moment, le jeune homme aux cheveux sombres suggère de tester les compétences de sa sœur au lieu de se concentrer uniquement sur le mercenaire. Sur ce, le frère blond devient confus et regarde son parent, ne comprenant pas le véritable objectif de ce nouveau défi inattendu. Puis le jeune homme explique que si le maître est vraiment doué dans ce qu'il fait, la petite blonde aurait dû faire des progrès incroyables en peu de temps. Tandis que le chef de la maison reste silencieux, il semble considérer sérieusement la proposition de voir la performance de sa plus jeune fille sur le champ de bataille. Puis le jeune aux yeux verts commence à quitter la zone tandis que son frère aîné essaie de le rappeler pour continuer la conversation dans le bureau. Mais Valérian l'interroge sur ce qu'il a l'intention de faire en proposant un duel de magie contre une enfant encore si inexpérimentée. Le jeune homme en noir demande si le blond croit vraiment que la petite a changé de comportement et a tout oublié de son passé troublé. À ce moment, l'héritier déclare qu'elle est toujours leur seule sœur et que le lien du sang de la famille doit être protégé. Avec un sourire ironique, le frère cadet se moque du terme lien du sang, montrant qu'il ne ressent plus aucune affection pour la jeune fille. Il crie que le comportement de la jeune fille détruira le nom de la lignée noble desquels sera présenté à toute la haute société. Face à ces mots durs, le frère blond s'inquiète et se demande si la haine de son frère pour la petite a un fondement réel et sombre. À ce moment, le jeune homme déclare que c'est elle qui a franchi la ligne la première et qu'elle devrait rester cachée du monde entier. Dans cette annexe, le futur patriarche regarde simplement son parent partir tout en sentant l'atmosphère à l'intérieur du manoir devenir de plus en plus tendue. Dès son départ, l'agitation dans le bureau se calme, mais l'incertitude quant à l'issue du duel reste dans l'air pour tout le monde. Pendant ce temps, un petit oiseau se repose sur une branche d'arbre à l'extérieur, indiquant qu'un nouveau matin a commencé à la luxueuse résidence. Soudain, la petite blonde fait irruption dans la chambre de son maître en criant, montrant qu'elle est très furieuse à propos de quelque chose qu'elle vient de découvrir.
Le jeune homme aux cheveux blancs continue de lire son livre calmement et se demande quelle est la raison de tant de bruit si tôt dans sa chambre. Puis elle jette un parchemin officiel sur les pages que le jeune homme lisait pour attirer toute l'attention de son tuteur de magie. Avec un regard déterminé, la petite fille déclare que si elle perd ce duel de magie, le mercenaire sera immédiatement renvoyé de son poste au manoir. Malgré la menace, le jeune homme dit qu'il a déjà entendu que l'adversaire est un mage d'une étoile expérimentée et que le combat sera difficile pour elle. La jeune fille devient furieuse et crie que le jeune homme sera renvoyé s'il ne prend pas ce défi au sérieux. À cela, le mercenaire répond calmement qu'il ne fait que le travail pour lequel il a été payé, et rien de plus. Il ajoute en disant qu'il a déjà reçu un important paiement initial, donc il ne se soucie pas beaucoup du reste. Sur ce, la jeune fille blonde est en état de choc et demande si son instructeur est sérieux à ce sujet. Une semaine passe et le drapeau du Grand-Duché flotte puissamment, indiquant que le jour du duel est enfin arrivé. La cour d'entraînement est prête alors que la famille noble et les serviteurs se rassemblent pour assister au match. À ce moment, le patriarche marche avec autorité, accompagné de sa femme qui semble toujours assez irritée par tout cela. Le jeune homme aux cheveux blancs s'incline respectueusement et annonce que le seigneur et son entourage viennent d'arriver. Il conserve sa posture calme et professionnelle même en présence intimidante de tous ces puissants nobles. Le père observe le jeune homme et se demande s'il est si confiant pour une raison secrète. Assis sur son trône, le seigneur pense que quelqu'un avec un tel courage ne devrait pas être renvoyé rapidement. Des pas fermes résonnent dans la zone alors que l'adversaire s'approche du champ de bataille avec un regard mortel. Le frère aux cheveux sombres marche, sa cape flottant, montrant qu'il est prêt pour l'affrontement. D'un regard froid, il déclare que ce n'est pas un simple duel et qu'il a l'intention d'écraser sa sœur. Puis le jeune homme monte les marches et promet qu'il fera regretter amèrement à la petite tout son passé. La petite noble prend sa position sur le champ de bataille alors que l'atmosphère s'alourdit entre les deux frères et sœurs. Portant sa capuche rouge, la jeune fille affiche une expression concentrée et semble prête pour le combat de sa vie. Mais elle est surprise par ce qu'elle a entendu et demande si son maître ne se soucie vraiment de rien d'autre que de l'argent. Puis il explique que son mana s'est déjà stabilisé et que bientôt elle pourra lancer de puissants sorts. Sur ce, l'instructeur déclare qu'elle a du sang noble qui coule dans ses veines, laissant la jeune fille complètement sans voix. Il insiste sur le fait que l'école sauvage se concentre beaucoup plus sur l'auto-apprentissage que sur le fait de recevoir des leçons constantes de quelqu'un d'autre. Alors la fille crie, agacée, se demandant pourquoi le tuteur dit toutes ces choses étranges à ce moment précis. Le jeune mercenaire écoute simplement la petite fille se défouler avec une expression calme et très paisible sur son visage. Baissant les yeux, la jeune fille blonde admet qu'elle sait qu'elle n'est pas la meilleure élève, mais elle montre qu'elle est sincère maintenant. Puis elle pleure et dit qu'elle veut continuer à apprendre du jeune homme aux cheveux blancs car elle n'acceptera aucun autre professeur à sa place. Le maître reste silencieux un court instant en observant la détermination et la profonde tristesse dans les yeux de son élève. Sur ce, le jeune homme commence à enfiler son gant et mentionne qu'il n'a jamais participé à un duel formel de noble auparavant. Mais il déclare qu'il peut lui apprendre à gagner un vrai combat et demande si la petite noble veut vraiment la victoire aujourd'hui. À cette époque, tout le monde disait que la jeune Diala n'avait aucun talent pour la magie et que même des tuteurs célèbres avaient renoncé à elle. Les gens commentaient avec malveillance que la lignée du Plaine avait déjà dépassé son apogée et que la jeune fille ne savait que faire des crises de colère. Certains disaient qu'il aurait mieux valu qu'elle ne soit jamais née, mais la jeune fille affiche un regard de feu et demande de l'aide pour gagner. À ce moment-là, la petite fille se dirige vers le champ de bataille, sa cape rouge flottant sous le soleil radieux de ce matin. Il observe attentivement et réalise qu'elle n'est pas là en tant que sœur ou en tant que plus jeune fille d'une famille importante. La jeune fille prend sa position avec une lueur intense dans les yeux, car maintenant elle ne se voit que comme sa disciple et une véritable mage.